nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Crime vous propose ce soir 2 faits divers bouleversants sur fond de pouvoir, de harcèlement et d'agression sexuelle. Crime spécial prédateur sexuel, c'est tout de suite. Mathilde est une jeune Française de 15 ans, scolarisée en Belgique. Comme chaque matin, elle traverse la frontière pour se rendre au collège. Mais ce lundi 5 février 2018, au milieu de son trajet, un homme se jette sur elle et tente de la violer. Si Mathilde a réussi à s'échapper des griffes de son agresseur, elle n'est pas la seule. Cet inconnu est en réalité l'un des prédateurs sexuels les plus recherchés en Belgique comme en France depuis près de 30 ans. Alors, qui est l'agresseur de Mathilde? Combien a-t-il fait de victimes? Et comment a-t-il pu échapper aux polices des 2 pays durant 3 décennies? Là, on a affaire vraiment à quelqu'un de pervers, c'est pas quelqu'un de passage, c'est quelqu'un qui est pas loin de chez nous. Et c'est assez traumatisant finalement, parce qu'on est vraiment dans le quotidien, dans le petit matin, quand les gens vont travailler. C'est là que les drames se produisent. À 26 ans, Édouard a toujours consacré sa vie professionnelle aux enfants. Chef scout, babysitter ou animateur périscolaire, quelle que soit la fonction qu'il occupe, le jeune homme fait l'unanimité autour de lui. Pourtant, à l'automne 2015, le rêve vire au cauchemar. L'animateur est accusé d'attouchement sexuel par Louis, un petit garçon de 6 ans, qui subirait ces agressions depuis 1 an. Alors, qui est en réalité cet homme accusé du pire? Édouard est-il vraiment coupable des faits dont on l'accuse? Et si tel est le cas, combien d'élèves ont-ils été victimes de l'animateur? Ce qui a été fait aux enfants, ça c'est irrattrapable. C'est un dommage pour la vie, c'est un destin d'enfant vraiment qu'on brise. Parce que, encore une fois, ces enfants, ce sont des adultes qui porteront un fardeau psychologique et moral toute leur vie. Crime spécial prédateur sexuel se rend tout d'abord à Erquelines, une commune de Belgique située à la frontière française. Le 5 février 2018, sur le chemin de l'école, Mathilde, 15 ans, est agressée par un inconnu. Voici ce document inédit pour Crime. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir le parcours criminel du violeur de la Sambre, qui a tenu en échec les autorités belges et françaises pendant près de 30 ans. L'histoire d'une traque intense pour arrêter l'un des plus dangereux prédateurs sexuels que l'Hexagone n'ait jamais connu. On a un homme qui s'en prend par derrière à ses victimes, qui est cagoulé, qui a un couteau. En général, il l'immobilise au moyen d'un étranglement commando. Quand on voit les physiques de toutes ces femmes victimes, elles sont très différentes. Il y a vraiment tout type de femmes. Nous sommes à Erquelines, une petite ville francophone de Belgique, située dans la province de Hainaut, à 80 km de Bruxelles. On a une commune semi-rurale qui, d'un point de vue géographique, est très variée d'un bout à l'autre, traversée par 3 vallées, la vallée de la Sambre, puisque la Sambre passe la frontière au niveau d'Erquelines, et puis avec 2 autres vallées, la vallée de la Ture et la vallée de la Hante. Accolée à la ville française de Gemont, cette commune de 10 000 habitants attire de nombreux visiteurs,
de part et d'autre de la frontière. C'est un endroit où les Français ont l'habitude de se rendre pour acheter du tabac, pour aller boire une bière belge. Enfin, c'est un endroit de vie et donc beaucoup de Français se rendent dans cette petite ville industrielle qui n'est pas une ville riche mais qui a gardé une âme. Pourtant, le 5 février 2018, aux alentours de 7 h du matin, un terrible événement va briser la sérénité de cette ville, d'ordinaire, si tranquille. Une jeune fille qui habite à Jeumont, donc côté français, vient prendre le bus pour aller à l'école côté belge, puisqu'elle est scolarisée là-bas. Et pour ce faire, eh bien, elle prend un petit raccourci. La jeune fille est en retard pour aller à l'école et passe par un parking un peu désert. Et avec ses écouteurs, elle n'entend rien. Et à ce moment-là, elle sent quelqu'un venir derrière elle. Elle voit une ombre au sol et en fait, il est trop tard. Donc, c'est-à-dire qu'elle tombe sur cet homme qui va lui mettre un couteau sous la gorge, qui va l'emmener dans des buissons un peu à côté et il va commencer à lui caresser la poitrine. Cette adolescente de seulement 15 ans, que nous appellerons Mathilde, tente de résister à son agresseur en vain. À l'abri des regards, son calvaire va durer plus de 10 minutes. Elle réussit à se dégager de son étreinte en disant moi je dois prendre mon bus pour aller en cours. Bon, il la laisse partir un peu miraculeusement. Elle arrive fort heureusement à courir vers la place de la gare où se trouvent les chauffeurs de bus. Et c'est eux qui, la voyant choquée, appellent la police. Et ce n'est malheureusement pas la première fois qu'un tel drame se produit à Erquelines. En l'espace de 14 ans, la commune a déjà vécu pas moins de 8 agressions. Cet attentat à la pudeur pourrait bien signer le retour de l'un des plus dangereux prédateurs sexuels de la région. Mais alors, qui est ce mystérieux rôdeur? Les enquêteurs réussiront-ils à le rattraper? À Erquelines, la plainte déposée par Mathilde est prise très au sérieux. Les policiers font remonter l'information et une enquête est aussitôt ouverte par le parquet de Charleroi. Cette agression, qui pourrait être finalement une agression banale, n'en est pas une parce que ça fait des années que les policiers, d'un côté comme de l'autre de la frontière, ont été saisis de nombre important d'agressions sexuelles et de viols. Dans ce coin-là, ça fait quand même 30 ans qu'il y a des viols et agressions sexuelles qui sont commis dans un petit périmètre. Et depuis le début des années 2000, on sait, ou on se doute, en tout cas les enquêteurs se doutent, que c'est le fait d'une seule et même personne. Depuis 1988, cet homme serait à l'origine d'une vingtaine d'agressions à la frontière belge. Au fil des années, la presse lui a même attribué de nombreux surnoms, et notamment celui du violeur de la Sambre. On l'appelle le violeur de la Sambre parce que toutes ces agressions sexuelles et tous ces viols sont commis le long de la rivière de la Sambre. En fait, ça fait comme un losange et c'est dans un secteur qui fait une trentaine de kilomètres. Organisé et méthodique, ce prédateur sévit principalement dans l'obscurité des matins d'hiver. Il est équipé de gants ainsi que d'une corde pour ligoter ses victimes. On a un homme qui s'en prend par derrière à ses victimes, qui est cagoulé, qui a un couteau. En général, il l'immobilise au moyen d'un étranglement commando et après, il commet soit un viol, soit une agression sexuelle. Parfois, à la fin de l'agression sexuelle, il ordonne à sa victime d'attendre en se cachant les yeux et il lui demande de compter, par exemple compter jusqu'à 20, compter jusqu'à 30, avant d'elle-même s'autoriser à prendre la fuite. Si le violeur de la Sambre s'attaque essentiellement à des jeunes filles comme Mathilde, il peut s'en prendre à n'importe quelle femme, seule et sans défense. Elles ont entre 13 et 58 ans, donc il n'y a pas un âge particulier. Quand on voit les physiques de toutes ces femmes victimes, elles sont très 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 différentes. Il y a vraiment tout type de femmes. Il n'y a pas d'habits particuliers. Elles peuvent être habillées voilà, n'importe comment. Enfin, c'est vraiment pas du tout un critère non plus.
Cet individu passe à travers les mailles du filet depuis maintenant plusieurs décennies. Et afin de l'identifier et de l'arrêter au plus vite, les autorités des deux pays décident de collaborer ensemble en 2006. Date à laquelle les expertises ADN ont confirmé que les policiers belges et français enquêtaient sur la même personne. Une plateforme d'échange d'informations a été créée au niveau de Tournai et de Lille pour échanger toutes ces informations entre les deux pays. Maintenant, nous aussi sur le terrain, on a des contacts réguliers entre la police locale d'Erquelines et les polices françaises. Le 6 février 2018, au lendemain de l'agression subie par Mathilde, la police de Charleroi fait mention de cet attentat à la pudeur dans une note de synthèse résumant l'activité à la frontière. Immédiatement, elle interpelle les agents de la PJ de Lille. Eux font le rapprochement avec leur enquête qui est toujours en cours parce qu'en Belgique, l'enquête du entre guillemets violeur de la Sambre, qu'on n'a jamais appelé comme ça chez nous, est clôturée depuis longtemps parce qu'on n'avait plus aucun élément d'enquête possible. Et donc à ce moment-là, on a classé sans suite auteur inconnu et il y a eu un non-lieu qui a été prononcé. En 22 ans d'enquête, le portrait robot ainsi que l'ADN du violeur n'ont jamais permis de le confondre. Mais cette fois, les policiers disposent d'un élément inédit, les images de vidéosurveillance de la gare d'Erquelines. Sur base de l'heure précise de l'agression, on prend alors un instantané de tous nos parkings, de toutes les images caméra qu'on a, et on regarde toutes les voitures qui s'y trouvent, on enlève tous ceux qui habitent dans le quartier, on enlève ceux qui sont partis travailler en train, et il reste 4 voitures immatriculées en France. Après vérification, les policiers belges isolent un véhicule suspect. Sur les images de vidéosurveillance, on voit plusieurs choses. On voit que la voiture est un peu cabossée à l'avant droit et on voit aussi un morceau de plaque d'immatriculation. Donc c'est-à-dire qu'il y a 2 éléments qui permettent de distinguer un peu que ce n'est pas une voiture parmi tant d'autres. Et ce n'est pas tout. Pour la première fois depuis 1988, les images de vidéosurveillance ont capté la silhouette du violeur de la Sambre. On voit qu'il a quand même une bonne cinquantaine d'années parce qu'il est il a une silhouette un petit peu plus épaisse qu'un jeune. On voit à sa manière de se tenir, etc., que c'est pas quelqu'un d'une vingtaine d'années. Mais alors, les policiers arriveront-ils à l'identifier après toutes ces années? Où se cache ce prédateur? Et que va révéler la suite de l'affaire? À Lille, les policiers n'ont jamais été aussi proches de mettre un point final à cette enquête tumultueuse qui dure depuis maintenant plus de 30 ans. Pourtant, en 1988, au moment des premiers faits commis à Maubeuge, le prédateur n'attire pas spécialement l'attention. Les enquêteurs enquêtent sur des viols et agressions sexuelles comme des faits isolés. Il n'y a pas un magistrat qui a tout rassemblé et qui a dit « tiens, c'est peut-être le fait d'un même homme ». Comme ce sont des cas isolés qui, dans le temps, s'échelonnent, c'était difficile de faire le lien. Parce que toutes les agressions sexuelles ne sont absolument pas suivies de plainte, déjà, et ne sont pas suivies du tout d'enquête judiciaire. Il faudra attendre 8 ans pour qu'une information judiciaire soit ouverte contre X par la police judiciaire de Lille en 1996. Et si les enquêteurs disposent de l'ADN du violeur, il n'existe pas encore de base de données répertoriant les auteurs d'infractions sexuelles. Il y a moins de moyens techniques, il y a moins de moyens scientifiques, c'est certain, il y a moins de moyens informatiques, il y a moins de moyens d'analyse, il y a moins de moyens effectivement de recoupement géographique, mais c'est surtout effectivement qu'il manquait un œil expérimenté, un chef, un patron, un juge capable de prendre la hauteur qu'il fallait. Après une première vague de psychose à la fin des années 90, l'affaire semble se tasser pendant quelques années.
Mais au cours de l'hiver 2002, la terreur s'abat de nouveau sur la région, et plus précisément à Louvroil, un bourg d'environ 6000 habitants au sud-ouest de Maubeuge. Il y a 3 femmes qui sont victimes du violeur de la Sambre à Louvroil, donc dans la même ville qui est aussi voisine de cette rivière de la Sambre en 2002. C'est pour ça que la maire de la commune décide d'alerter l'opinion publique, de convoquer une conférence de presse et puis de dire aux femmes de sa commune « Faites attention ». Pour la première fois, elle donne de la publicité à l'affaire. Face à cette situation inédite, une réunion de crise est organisée le 11 février 2002 à la mairie. J'ai décidé de rompre la loi du silence parce que dans ce cas-là, il y a 2 solutions, où on se tait et on est complice, où on parle et on met le branle-bas de combat avec les médias, avec la police, avec le judiciaire. Encouragées par le maire, les victimes sortent du silence et racontent à la télévision ce qu'elles ont subi. D'un seul coup, on m'a attrapé par derrière, par ma queue de cheval. Et puis, il m'a bandé les yeux, il m'a traîné la menace d'un couteau et il m'a attaché mes mains. Mais il a dû être dérangé parce qu'il m'a claqué par terre et puis il s'est enfui. Il m'a couché là par terre. Il m'a dit « allonge-toi ». Alors, comme je me débattais, il s'est couché sur moi. Après, donc, il m'a remis debout. Il m'a dit « tu vas te mettre à genoux, tu vas me faire une fellation ». Il est grand, 1,70 m environ, fort, une corpulence très forte. Revêtu d'une veste de toile bleue, toute boutonnée, et un turban blanc autour de la tête. Tandis que la peur envahit les rues de la ville, la police décide de sillonner les endroits reculés. Et les femmes qui travaillent pour la mairie ne sont plus laissées seules. On va prendre des agents masculins dans d'autres services pour venir en renfort dans les services du matin pour qu'il n'y ait aucune femme seule dans un lieu, soit une salle de sport, soit un équipement scolaire, parce que malheureusement, il y a des techniciennes de surface qui sont seules le matin et je ne veux prendre aucun risque avec elles, donc on va doubler avec des agents masculins. Si ces mesures ont le mérite de rassurer les habitantes, elles vont à l'encontre des instructions de la PJ de Lille. Les forces de l'ordre s'opposent également à la diffusion dans les médias d'un portrait robot du suspect. Les enquêteurs n'y étaient pas favorables, pensaient effectivement que c'était dangereux pour leur enquête, parce que ça risquait justement d'amener cet agresseur à se replier et à être beaucoup plus prudent, précautionneux. Et la police, à ce moment-là, pensait plus qu'il valait mieux garder cette information-là secrète, de manière à peut-être justement l'amener à faire un faux pas à un moment ou un autre sur des tentatives suivantes ou sur des agressions suivantes. C'est toute la difficulté de ce genre d'affaires avec d'un côté un cri d'alerte légitime en disant femmes et filles faites attention parce qu'il y a quelqu'un qui rôde et qui peut s'en prendre à vous et vous allez vous en souvenir toute votre vie, et d'un côté des policiers qui se disent mais bon sang de bonsoir, le type qui fait ça, il va bien falloir qu'un jour ou l'autre on l'interpelle, et il y a deux logiques qui s'entrechoquent, quoi. Ce que redoutait la police française arrive alors, lorsque le violeur de la Sambre disparaît des écrans radars. En 2003, le parquet de Valenciennes requiert même un non-lieu et l'enquête manque d'être définitivement classée. À ce moment-là, côté français, on est loin de se douter que le prédateur sexuel a pris la fuite de l'autre côté de la frontière, à Erqueline, en Belgique. En 2004, on commence à avoir les premiers viols sur notre commune. Il y en aura au total 7-8. On en a généralement un par an, sauf une année où il y en a 2. C'est toujours à la période de l'hiver. C'est janvier, c'est février, c'est parfois décembre. Et c'est assez traumatisant finalement parce qu'on ne se trouve pas on ne s'expose pas dans un endroit dangereux. On n'est pas en pleine nuit au sortir d'une boîte de nuit ou quoi. Non, on est vraiment dans le quotidien, dans le petit matin, quand les gens vont travailler, qui ne sont pas encore bien réveillés peut-être. Et c'est là que les drames se produisent.
2 agressions, survenues coup sur coup en 2006, vont particulièrement susciter la panique à Erquelines. On se dit là, on a affaire vraiment à quelqu'un de pervers, c'est pas quelqu'un de passage, c'est quelqu'un qui est pas loin de chez nous, puisqu'on a une réitération de plusieurs faits. Et là, on a quand même une inquiétude. Et là, on met des patrouilles supplémentaires le matin dans les rues d'Erquelines et on essaye vraiment de trouver cet agresseur. C'est à cette même période que les policiers belges ont écho d'agressions similaires perpétrées de l'autre côté de la frontière. Les enquêteurs se sont rendus compte qu'il y avait eu des faits qui semblaient avoir été commis avec le même modus operandi en France et donc ils ont pris contact avec leurs collègues français pour voir quels étaient les dossiers qui étaient ouverts chez eux et de cette façon échanger les informations. Dans le cadre de ce protocole de collaboration, les policiers des 2 pays vont comparer différents ADN prélevés au cours de leurs investigations. Et les résultats des analyses sont formels. Ils enquêtent bien sur un seul et même individu. Mais malheureusement, il n'est fiché ni en France, ni en Belgique. Et encore une fois, l'enquête piétine. À partir du moment où la personne n'est pas effectivement répertoriée, qu'elle n'est pas connue, qu'elle n'a pas d'antécédents, ça reste effectivement une aiguille dans une sacrée botte de foin. On n'est pas en rase campagne, on a des villes, on a des bourgs, on a un bassin de population conséquent et important. Mais alors, comment retrouver ce violeur insaisissable avant qu'il ne fasse une autre victime? La collaboration entre les 2 pays portera-t-elle ses fruits? Le violeur de la Sambre fera-t-il enfin une erreur? Au mois de février 2006, tandis que le prédateur a déjà fait 26 victimes de part et d'autre de la frontière, les enquêteurs belges et français travaillent plus que jamais, main dans la main. Mais si l'objectif est le même, les méthodes d'investigation divergent. En Belgique, c'est presque une tradition de diffuser très vite des portraits robots, de mettre des avis de recherche après le journal télévisé et de demander aux gens ne reconnaissez-vous pas cette personne En France, au contraire, les policiers agissent dans l'ombre depuis l'ouverture du dossier. Sans alerter les médias, les enquêteurs ont déjà réalisé plusieurs centaines de procès-verbaux. Il y a quand même une centaine d'hommes qui correspondraient au profil du violeur de la Sambre qui ont été auditionnés de manière assez fine et précise par les policiers. Une centaine d'hommes auditionnés, c'est peut-être pas inédit, en tout cas c'est très très rare. Parmi eux, Jean-Marc, un habitant de Rouzy, près de Maubeuge. L'homme, qui vient d'être hospitalisé, intéresse de près les policiers. Depuis qu'un nouveau viol a été commis dans la commune, le 23 janvier 2008. Je me trouvais à l'hôpital à Vennes-sur-Helpe et il y a le police judiciaire de Lille qui a téléphoné. Et puis le médecin est venu me voir dans ma chambre et je croyais que c'était un canular et pas du tout. Jean-Marc en ignore les raisons, mais il est convoqué au commissariat de Maubeuge le 12 novembre. L'ancien militaire de 47 ans a un mauvais pressentiment. Le bruit court dans la région que la police multiplie les auditions au sujet des femmes agressées. J'ai un moment de stress, d'angoisse, j'attends la convocation. Je vais à la police de Maubeuge. Je suis reçu par un commandant qui me fait monter à l'étage, ils sont à 3. Et l'audition, elle commence. Vous étiez militaire, vous avez fait plusieurs années à l'armée. Comment vous faites avec une cordelette pour mettre quelqu'un au tapis? Vous voyez? Tous des trucs comme ça, quoi. Les enquêteurs veulent également savoir pourquoi ils se baladent très tôt, le matin, sur les remparts de Maubeuge. Mais là encore, Jean-Marc a une explication. De Haumont, j'apportais à manger à un ancien militaire qui vivait soit dans les remparts ou à côté de l'ancien cinéma Maubeuge et qui vivait avec son chien.
et qui malheureusement s'est retrouvé dans la rue, quoi. Mis sous pression, l'homme perd son sang-froid. J'ai commencé, disons pas à avoir peur, mais je leur ai dit, si vous m'énervez comme ça, écoutez, prenez mon ADN. Donc ils n'ont pas perdu de temps, ils ont pris mon ADN. Ces analyses écarteront totalement Jean-Marc de la liste des suspects. Et côté belge, face à l'absence de résultats, le juge d'instruction décide d'expérimenter de nouvelles méthodes, pour le moins inhabituelles. Et ce sont des chercheurs de l'Université de Liège qui sont alors sollicités pour réaliser une nouvelle analyse. Ça ne permet pas d'identifier un auteur, c'est juste un moyen de dynamiser l'enquête, se dire bon ben, on sait maintenant qu'on a plus de probabilité que le suspect puisse se trouver dans cette zone délimitée par la géomatique que dans une autre zone. Avec l'appui d'analystes comportementaux, les chercheurs belges identifient un certain nombre de lieux que le violeur de la Sambre aurait l'habitude de fréquenter. La zone sud-ouest de Maubeuge ainsi que la ville d'Aumont ressortent très distinctement. L'université détermine que voilà, c'est dans un secteur précis, mais aussi surtout dans un timing très précis. C'est entre 7h et 8h le matin. Les victimes sont très diverses, très différentes, donc ce n'est pas le point commun. Le point commun, c'est un horaire. Le prédateur sexuel surveillerait-il des femmes prenant les transports en commun? Les enquêteurs décident alors d'exploiter cette piste. Ils avaient pu suivre un peu l'itinéraire présumé de ce violeur, qui suivait en gros une ligne de bus qui partait de notre région, d'Aumont, près de Maubeuge, et qui allait jusqu'à Erqueline. Il n'empruntait pas forcément lui le bus, mais en tout cas il se mettait près des abribus pour repérer ses victimes. Malgré les efforts déployés, le dossier belge se clôture par un non-lieu en 2010. Mais un an plus tard, à Erqueline, la police locale publie un ultime appel à témoins dans l'espoir de relancer l'enquête. Au même moment, Mathias Dormigny, un journaliste basé dans le nord de la France, est en déplacement dans la commune. Je vais en Belgique comme on le fait tous régulièrement ici, et tout en me baladant à Erqueline, je tombe sur un journal belge. J'aime bien regarder un peu la presse partout où je vais, et je tombe sur un article qui parle du violeur d'Erqueline. Dans ces colonnes, il découvre un portrait robot réalisé en 1997 par la police française, mais jamais diffusé dans l'Hexagone. Le journaliste est très surpris et décide de contacter les policiers lillois en charge de l'affaire. Mais les enquêteurs se refusent à tout commentaire. La PJ de Lille ne m'en empêche pas. Elle ne me donne pas de consignes à ce niveau-là. Donc, étant donné que ça a été publié en Belgique, moi je décide de le publier également dans nos colonnes pour, pourquoi pas, essayer de faire remonter des informations également. Son initiative ne donne rien de concluant. Et une nouvelle agression est enregistrée en 2012, près de Maubeuge. Ce sera la dernière du violeur de la Sambre en France. Depuis, l'enquête est au point mort. Et cela jusqu'à l'agression à Erqueline du 5 février 2018. Grâce aux caméras de surveillance, on va avoir l'enquête qui va redémarrer de façon tout à fait déterminante. Et donc là, il faut quand même souligner l'importance de ces caméras de vidéosurveillance parce que c'est grâce à l'identification de ce véhicule qui a été transmis par la suite aux autorités policières françaises qu'on est parvenu à identifier un suspect. Alors, les policiers vont-ils enfin réussir à arrêter le violeur de la Sambre? Qui est vraiment cet homme responsable de 27 agressions? À Erqueline, en février 2018, les enquêteurs lillois n'ont jamais été si près du but. À partir du fragment de plaque d'immatriculation, visible sur les images de vidéosurveillance,
ils parviennent à identifier le propriétaire de la voiture. Elle appartient, selon la carte grise et les papiers du véhicule, à un jeune homme de Pont-sur-Sambre. Une commune qui se trouve justement au sud-ouest de Maubeuge, à proximité de la zone désignée par les analystes comportementaux belges. Alors, sans plus attendre, les enquêteurs décident d'aller l'interroger. Il lui pose la question de savoir s'il se trouvait à Erqueline le 5 février au matin. Mais ce monsieur a un alibi de toute façon. Et en plus, il dit non, cette voiture, je l'ai cédée à un voisin qui se trouve à telle adresse, quelques rues plus loin. Les policiers s'intéressent de très près à ce mystérieux voisin. Il s'appelle Enzo et il a 56 ans. Marié et père de 5 enfants, il cultive une image lisse depuis sa rencontre avec son épouse en 1988. À ce moment-là, il est divorcé d'une autre femme avec qui il a 2 enfants. Ils boivent un verre, ils se mettent assez rapidement ensemble. Ils ont 3 enfants, 2 filles et un garçon. Ils ont une vie tout à fait banale. C'était un bon père de famille, un bon époux. C'est quelqu'un qui s'occupait beaucoup de sa femme qui est dépressive. Il était auprès d'elle, il la soutenait. Père de famille respectable, Enzo est également une figure locale qui jouit d'une excellente réputation. C'est quelqu'un qui est agent de maintenance dans une entreprise de Gemont, très investi dans le milieu associatif. Il a été président du club de foot. Il a fait partie du club de VTT aussi de Pont-sur-Sambre. C'est vraiment l'homme qui est là dans les rendez-vous associatifs, dans les repas, qui participe beaucoup et qui est apprécié pour ça. Malgré ce portrait élogieux, le profil d'Enzo pourrait bien correspondre à celui du violeur de la Sambre. Il a l'âge, la taille, ainsi que la corpulence du prédateur recherché. Mais pas seulement. Enzo travaille aussi dans une usine qui utilise de la soude, un produit chimique à l'odeur très singulière. L'agresseur attaque les victimes par derrière, donc elles ne le voient pas. Mais par contre, elles le sentent et ses vêtements empestent la soude. Du coup, moi, je suis allée respirer de la soude pour voir et c'est vrai que ça sent un peu l'œuf pourri. Enfin, c'est vraiment une odeur très très forte. Donc toutes les victimes se souviennent de cette odeur-là qui est liée pour elles à leur agression. Le lundi 26 février 2018, les policiers estiment qu'ils ont suffisamment d'éléments pour aller l'interpeller. La police planque vers 5 h du matin devant chez cette personne et attend qu'il sorte. Lorsqu'Enzo se manifeste enfin, les policiers n'en croient pas leurs yeux. Vers 5h30, ils voient sortir un homme qui correspond tout à fait à ce qu'ils attendaient, c'est-à-dire il a l'accoutrement du violeur de la Sambre, un bonnet noir, un cache-col, des gants, un blouson noir et il monte dans la voiture en question, la voiture que les enquêteurs ont vue sur le parking de la gare à Erqueline. Enzo se met en route et les policiers le suivent discrètement. Ils profitent d'un ralentissement à un rond-point pour l'interpeller sans difficulté. Et si en garde à vue l'homme se mure dans le silence, l'annonce de son arrestation fait grand bruit. Lorsque l'affaire éclate du violeur de la Sambre en début 2018, ça me rappelle ces faits dont j'avais parlé 7 ans plus tôt. Et donc je ressors le portrait robot et en le comparant à la photo de la personne qui a été interpellée, on se rend compte que la ressemblance est vraiment flagrante. C'est vraiment le portrait craché, en l'occurrence de la personne qui a été interpellée. Maintenant, des hommes avec ce profil ou avec ce visage, il y en a quand même quelques-uns, un peu ronds, un peu dégarnis. Et puis il faut avoir surtout une base auquel la comparer. Le mis en examen n'était pas connu de la justice, n'était pas connu de la police. Malgré les nombreux éléments rassemblés contre lui, le premier interrogatoire du suspect s'avère peu concluant, jusqu'à un étonnant revirement de situation. Il le place dans une geôle de garde à vue et là, inespéré, au bout de plusieurs heures, il appelle un policier qui est dans le couloir et dit « Ça y est, je veux parler pour les victimes ».
De nouveau interrogé par les enquêteurs, Enzo se montre beaucoup plus coopératif. Alors qu'il est mis en examen pour 19 viols et agressions sexuelles, il avoue spontanément une quarantaine de faits supplémentaires. Il a reconnu l'intégralité des faits. Il a eu l'intelligence de le faire avant que les enquêteurs ne déroulent l'ensemble des éléments à charge qu'ils avaient pour chacun des faits. Je pense qu'il est sincère quand il parle des victimes et du fait qu'il veuille vraiment leur donner toutes les explications possibles. On voit que durant les différents interrogatoires, il fait l'effort de se souvenir. En fait, il essaye de se souvenir des différentes agressions avec les années. Alors, comment vont réagir les proches d'Enzo et surtout les victimes du prédateur après ses aveux? Le violeur de la Sambre a-t-il tout révélé ou garde-t-il encore d'autres secrets? Le 28 février 2018, au lendemain de l'éclatement de l'affaire, l'arrestation d'Enzo déclenche une véritable déflagration à Pont-sur-Sambre. Ça a choqué les gens de savoir que c'est quelqu'un qu'ils avaient peut-être côtoyé dans leur vie, l'ami d'un ami, un parent proche. Si on grossit un peu le trait, tout le monde, ou presque, a dans sa famille, à un moment, quelqu'un qui a côtoyé le violeur de la Sambre. Mais pour les victimes, après tant d'années d'attente et d'incertitude, c'est un soulagement. L'homme ne nie pas les faits et semble même prêt à apporter toutes les réponses qu'elles espèrent. C'est un point qui fait que c'est un peu moins douloureux. Voilà. Parce qu'en plus, quand vous êtes victime et que votre agresseur vous dit que vous êtes une menteuse ou que vous êtes une aguicheuse, c'est une nouvelle agression. Mais cet événement est également à double tranchant pour celles qui pensaient avoir définitivement tourné la page. Ça ravive le traumatisme et on sait que c'est une affaire qui ne sera pas jugée avant, selon moi, 2021. Et donc dans ce contexte-là, ça va rester une affaire d'actualité, une affaire importante sur laquelle, bien évidemment, les médias français et étrangers sur lesquels travaillent. Et donc elles vont en entendre parler beaucoup pendant toutes ces années. Donc ce qui était rangé a été sorti et ça va être long avant de pouvoir le re-ranger. Malgré la douleur, les victimes trouvent la force et le courage de replonger dans les méandres de cette dramatique affaire. Certaines font même preuve d'un recul inattendu. Beaucoup de victimes ont eu un mot pour la famille de celui qui est potentiellement le violeur de la Sambre, en disant qu'il ne fallait pas qu'elle pâtisse de ce qu'il avait fait. On avait été un peu surpris par l'humanité qui était ressortie malgré tout chez ces gens-là. Si les aveux d'Enzo sont une victoire pour toutes les victimes, c'est également l'aboutissement d'une enquête éreintante, riche de 1000 procès-verbaux. À Erqueline, où le violeur avait commis pas moins de 8 viols et agressions depuis 2004, son arrestation apaise la commune. Tout le monde s'en réjouit. Toutes les victimes, bien entendu, mais aussi toutes ces personnes qui, de près ou de loin, savaient que cette personne sévissait chez nous. La réaction, c'est le contentement d'abord, un peu de fierté de dire notre petite police locale, elle a quand même bien fait son boulot et on arrive à élucider une affaire qui touche énormément de personnes sur un vaste secteur. Pour autant, le travail des enquêteurs n'est pas terminé. Il leur reste encore un ultime défi. Convaincre toutes les victimes de se constituer partie civile. Et tandis que leur nombre total pourrait approcher les 70, à ce jour, seules 4 femmes, dont Enzo aurait abusé, seront présentes au procès. On peut parfaitement concevoir que des femmes n'aient pas envie d'en parler. Ça peut se concevoir, c'est une façon de se protéger.
Parce que quand même, c'est d'abord quelque chose qui est très douloureux à vivre par la mémoire, par le doute que vous avez de l'autre, la crainte de l'autre. Vous ne donnez plus votre confiance, vous doutez de vous. Et puis, il y a parfois des sentiments de honte, des sentiments de culpabilité. Pour l'heure, la date définitive du procès d'Enzo n'est pas encore fixée. Mais l'audience devrait probablement se tenir en France en 2021. Et il risque jusqu'à 20 ans de prison. Le procès à venir nécessitera également d'importants efforts d'organisation pour les deux pays concernés. Les victimes belges vont se rendre à Douai pour témoigner, pour participer au procès. Et donc, pour la première fois, les services d'aide et d'appui aux victimes, côté belge comme côté français, se sont vus pour encadrer ces personnes, assurer leur déplacement jusqu'au tribunal. Aujourd'hui, au dernier acte de cette enquête laborieuse, une chose est sûre. Entre les 19 victimes déjà présentes dans le dossier et les 70 estimées par les enquêteurs, le violeur de la Sambre pourrait bien être le plus grand prédateur sexuel à avoir jamais sévi dans l'Hexagone. La France n'a jamais connu un tel défilé de victimes et de parties civiles pour des faits de viol. Je crois que c'est quelque chose que nous ne connaissons pas encore en France et ce procès va être étonnant quand on va voir effectivement à l'ouverture de ce procès l'appel de toutes les victimes et que l'on va énumérer tous ces noms, tous ces prénoms, toutes ces dates de naissance. Ça va être effectivement véritablement un procès hors norme. Crime spécial prédateur sexuel s'installe maintenant à Courbevoie, une commune de l'ouest parisien. À l'hiver 2015, un animateur périscolaire est accusé d'avoir abusé sexuellement d'une quinzaine de jeunes écoliers. Découvrez cette histoire bouleversante pour Crime. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir un fait divers sordide dans lequel un homme manipulateur a trahi et abusé d'innombrables victimes. L'histoire d'un scandale sans précédent dans la ville de Courbevoie qui, aujourd'hui encore, suscite de nombreuses interrogations. C'est la trahison. Vous faites confiance à quelqu'un, vous confiez ce que vous avez de plus cher, vos enfants, et cette personne trahit votre confiance. Il a procédé comme un prédateur. Il était parfaitement conscient de ce qu'est un enfant et de la manière dont on peut le séduire et le manipuler. Il avait un projet et il a pu le mettre en place avec un nombre d'enfants qui fait froid dans le dos. Nous sommes à Courbevoie, dans le département des Hauts-de-Seine. Cette ville de 85 000 habitants est située en proche banlieue, à l'ouest de la capitale. Grâce au quartier de la Défense, Courbevoie bénéficie d'un important dynamisme économique. On est dans une ville qui, depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, est de plus en plus embourgeoisée. C'est plus la ceinture rouge que l'on a connue dans les années 60. C'est une ville plutôt privilégiée, avec un tissu social assez diversifié, une banlieue, je dirais, haut de gamme. Mais cette commune privilégiée va connaître à l'automne 2015 un scandale aussi inattendu que terrifiant. Le 10 octobre 2015, un père de famille se présente au commissariat de police de Courbevoie pour déposer plainte à la suite de la révélation d'abus sexuels qui lui a été faite par son enfant.
Son fils de 6 ans, que nous appellerons Louis, aurait subi des attouchements de la part d'un animateur périscolaire de la ville. Des faits graves qui auraient commencé 1 an plus tôt et se seraient produits à de nombreuses reprises. Face au témoignage du père de Louis, les policiers de Courbevoie font preuve d'une extrême prudence. Le recueil de la parole de l'enfant n'est pas fait immédiatement. On recueille d'abord la plainte du père de famille et, comme il s'agit d'un mineur, le dossier est transféré à la brigade de protection de la famille. Cette brigade de protection de la famille est une unité spécialisée justement dans le recueil de la parole des enfants victimes et d'une manière générale des personnes vulnérables victimes. Mais alors, qui est cet animateur accusé du pire? Aurait-il fait d'autres victimes que cet élève de CE1? Et que va découvrir la brigade spécialisée? À Courbevoie, dans les locaux du commissariat, les enquêteurs prennent très au sérieux la plainte du père de Louis. Mais avant que la machine judiciaire ne se mette en route, le jeune garçon de 6 ans doit passer un examen psychologique. L'idée de cet examen, c'est quand même malgré tout de vérifier si on peut ou pas se fier à la parole de cet enfant et de décrire de manière assez sommaire, rapide, les manifestations traumatiques qui paraissent cohérentes par rapport à ce que l'enfant raconte. Pour cela, le pédopsychiatre étudie minutieusement le comportement de la victime. Mon travail consiste à faire un travail de médecin, c'est-à-dire à recueillir un certain nombre de signes et à recueillir un certain nombre de symptômes que je constate et que je partage avec l'enfant et sa famille, et à tenter de donner un sens à ce que je vois, à ce que je constate et à ce qui m'est partagé. Chaque cas est différent, mais bien souvent les enfants victimes d'agressions sexuelles expriment des manifestations traumatiques bien précises. Ce sont des enfants qui commencent à faire pipi au lit, et ce qu'on appelle énurésie, qui reviennent de l'école souillés, et tout cela est inhabituel. Ce sont des enfants qui peuvent présenter des difficultés alimentaires, et des enfants qui se nourrissaient parfaitement et soudainement ils se mettent à ne pas manger. Pour Louis, 6 ans, ce sont des cauchemars à répétition qui ont alerté les parents. C'est un enfant qui n'avait pas de difficulté de sommeil et qui soudainement se met à faire des cauchemars, et souvent, 3 fois par semaine, plusieurs fois par nuit, et cela est inhabituel. Et les parents s'interrogent et ne trouvent rien dans ce qui a été vécu avec eux par l'enfant qui puisse expliquer ces cauchemars. Le 19 octobre 2015, 4 jours après la plainte de son père, la brigade de protection des familles décide de recueillir le témoignage de Louis. Le jeune garçon maintient avec ses mots les accusations à l'encontre de l'animateur. Il va donner son nom, il va donner son prénom, surtout il va dire que c'est Édouard, il va le décrire physiquement, et puis il va expliquer qu'il a été victime à la fois dans les toilettes, et puis qu'il a été victime aussi au sein des locaux en fait, de l'animation. Voilà. Toute l'attention est désormais concentrée sur la personne d'Édouard. Cet homme de 26 ans travaille depuis 2012 comme animateur périscolaire au sein d'une structure de la ville appelée le VAL. Vacances, animation, loisirs. En épluchant son parcours, les enquêteurs découvrent qu'Édouard a encadré des adolescents chez les scouts de Courbevoie. Ça va être pour lui un moment important parce qu'il va y avoir un véritable épanouissement. C'est quelqu'un qui va aimer la vie en collectivité dans ce cadre-là.
En plus d'être animateur et chef scout, le jeune homme a également endossé un autre costume. Il va faire du babysitting parce que c'est vrai que, et ça c'est une constante, hein, il a un rapport avec les enfants qui est un rapport d'affection. Beaucoup d'entre eux disent mais nous on aimait beaucoup Édouard, on l'aimait beaucoup parce qu'il jouait avec nous et il était comme l'un des nôtres. Mais la brigade de protection des familles est très étonnée d'apprendre qu'Édouard ne possède aucun diplôme, ni même le BAFA, pour travailler auprès des enfants. Au moment où il est recruté par le Val pour être animateur, il a un CAP de jardinier, il a plus ou moins un CAP de cuisine, donc il n'a a priori aucune compétence pour être animateur. Alors, comment cet homme sans qualification a-t-il pu être embauché par la ville de Courbevoie? Les enquêteurs vont faire une autre découverte. Il a deux cautions morales qui sont d'une part le fait qu'il a été au scout et qu'il était chef scout, et d'autre part le fait qu'il vient d'une très bonne famille, qu'il a une très bonne éducation et que, a priori, ça paraît être la personne qui va convenir. Au regard de son parcours professionnel, les policiers de la brigade territoriale de protection de la famille comprennent qu'Édouard a été en contact avec des centaines d'enfants. Alors, le jeune homme va-t-il faire l'objet d'autres accusations? Que vont découvrir les enquêteurs dans le passé de cet animateur? Et surtout, Édouard reconnaîtra-t-il les faits? À Courbevoie, les enquêteurs de la brigade de protection des familles ne retrouvent aucune trace de ce prénommé Édouard dans le fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles. Alors, pour en connaître davantage sur l'animateur de 26 ans, les policiers décident de passer sa vie au peigne fin. Il est né en Inde, il a été adopté très jeune par ses parents qui venaient de France. Et ensuite, il a suivi son père et sa mère dans le cadre de leur déplacement professionnel, puisqu'il a vécu notamment à Londres. Pendant des années, ses parents adoptifs travaillent au service de la diplomatie française, assurant un niveau de vie confortable à Édouard. Des gens qui avaient des moyens, des gens qui avaient un bon niveau intellectuel et des gens qui ont cherché à donner la meilleure éducation possible à leur fils. Mais à cause d'une malnutrition infantile, Édouard développe très jeune une déficience intellectuelle qui impacte son parcours scolaire. Dès la 6e, il a été placé dans des sections qui étaient des sections pour les élèves en très grande difficulté. Et il a eu beaucoup de mal au niveau scolaire, au niveau des apprentissages, des acquis de base. Il a été incapable en réalité de suivre un cursus scolaire classique, donc un garçon qui n'avait pas de talent particulier pour les études, ce qui, je pense, pour les parents, était quelque chose de difficile à admettre. À Courbevoie, les enquêteurs veulent savoir si par le passé, Édouard a déjà eu un comportement déplacé à l'égard des enfants qu'il côtoyait. En interrogeant l'ancien directeur du Val, ils font alors une découverte ahurissante. L'animateur a en réalité déjà fait l'objet d'une procédure disciplinaire à la suite de 2 plaintes de parents déposées en 2012 et 2013 pour des attouchements sur mineurs.
Le dossier administratif, il révèle qu'il y a une commission qui s'est réunie, que la commission a examiné les faits qui avaient été portés à sa connaissance et qu'elle avait estimé que Édouard devait être encadré. Et malgré les faits graves qui lui sont reprochés, l'animateur fait simplement l'objet d'un suivi dans le cadre de ses activités pédagogiques. Grosso modo, c'est le fait de dire tu travailles pas tout seul et tu es tout le temps en binôme avec quelqu'un. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de souci avec de nouvelles plaintes d'enfants. Par ailleurs, les enquêteurs découvrent dans ce dossier administratif qu'Édouard a été épaulé dans cette épreuve par son propre père, convaincu de son innocence. Il écrit une longue lettre pour soutenir son fils et le recommander finalement assez chaleureusement. Face aux accusations à l'encontre d'Édouard, de nombreux parents se sont eux aussi montrés solidaires. C'est un garçon gentil, c'est un garçon bien élevé, c'est un garçon qui inspire confiance. A priori, ces parents-là n'avaient aucun motif de plainte. Et quand ce dernier leur a demandé leur soutien, ils ont très naturellement accordé leur soutien parce qu'ils étaient contents de lui. Ces marques de soutien payent, car Édouard est finalement réhabilité dans ses fonctions d'animateur périscolaire. On va considérer que la parole de l'enfant n'est pas suffisamment forte pour justifier une mise à l'écart et pas suffisamment forte en tout cas pour justifier un licenciement. Voilà. Donc on lui fait un vague rappel en lui disant de toute façon ne sois pas trop proche, voilà, hein, puis tout ira bien. Surtout, les enquêteurs de la brigade de protection des familles constatent que ces 2 signalements d'agression sexuelle n'avaient pas été transmis aux autorités judiciaires. Tout citoyen et même tout professionnel de santé qui sait qu'il y a un mauvais traitement sur mineurs et également sur le plan sexuel doit le révéler. C'est une obligation qui est sanctionnée pénalement. Mais alors, au regard du passé d'Édouard, les policiers sont-ils en présence d'un prédateur sexuel multirécidiviste? Que va révéler l'animateur lors de son audition? Ces drames auraient-ils pu être évités? À Courbevoie, 10 jours après la plainte du père de Louis, une perquisition est menée par les policiers de la brigade de protection des familles au domicile d'Édouard. On va saisir notamment les ordinateurs, parce qu'on se dit que sur les ordinateurs, on peut trouver un certain nombre de choses. Alors, ordinateur, disque dur, clé USB. Sur cette clé USB, les enquêteurs vont faire une horrible découverte. Et on va constater qu'il y a eu des téléchargements de fichiers à caractère pédopornographique, et il y en a beaucoup. L'étau se resserre sur l'animateur, qui est immédiatement emmené dans les locaux de la brigade de protection des familles pour y être interrogé. À son arrivée, une expertise psychiatrique est menée afin d'évaluer si l'homme de 26 ans est en mesure de comprendre le régime de la garde à vue. Le juge d'instruction va ordonner une expertise psychiatrique plus complète qui, elle, a pour objet, effectivement, de déterminer s'il est responsable ou non de ses actes. Responsable au sens pénal, c'est-à-dire s'il était atteint ou non de démence au moment où il a pu commettre les faits qui lui étaient reprochés. Bien évidemment, l'expert nous dira qu'il n'était pas en état de démence au moment où les faits qui lui sont reprochés ont été commis. Face aux enquêteurs, Édouard assure que les images pédopornographiques ne lui appartiennent pas. Il va dire ce que disent beaucoup des personnes qui se retrouvent dans la même situation. J'ai pas fait exprès, ça s'est enregistré tout seul sur mon ordinateur. Lorsque j'ai été sur des sites pornographiques, les fichiers et les images se sont affichées toutes seules. Quoi qu'il en soit,
la seule détention de fichiers pédopornographiques est sévèrement punie par la loi. C'est bien entendu incriminé. C'est un délit. On a remarqué que c'est souvent la porte d'entrée, ou en tout cas ça accompagne la pédocriminalité. C'est souvent un signe. Alors, il y a des pédophiles qui passent jamais à l'acte et qui se contentent, entre guillemets, de ça. Enfin, n'oublions pas que derrière chaque image pédopornographique, il y a un mineur. C'est l'horreur absolue, ces images. Si Édouard nie farouchement être le détenteur de ces photos, il reconnaît contre toute attente l'agression de Louis, 6 ans. Et l'homme n'en reste pas là et déclare avoir depuis plusieurs années des pulsions sexuelles à l'égard d'enfants de son école. On a affaire à quelqu'un qui n'est pas dans la dissimulation. Je veux dire par là qu'il ne va pas tout dire tout de suite, il ne va pas tout reconnaître tout de suite, mais il est très direct et très simple lorsqu'on lui pose des questions. Et effectivement, il ne va pas se contenter de reconnaître les faits pour lesquels il y a des plaintes qui ont été déposées, il va donner d'autres noms. Les enquêteurs réalisent qu'ils auditionnent un véritable prédateur lorsque l'animateur avoue avoir agressé sexuellement 8 enfants entre 2012 et 2015. L'un d'entre eux, que nous appellerons Noé, était d'ailleurs particulièrement vulnérable car atteint du syndrome d'Asperger. Il va expliquer qu'il a gardé ce jeune enfant qui effectivement avait un syndrome autistique, qu'il était particulièrement touché par le comportement de cet enfant qui pour lui faisait résonance dans l'isolement dans lequel il pouvait se trouver, dans ses difficultés de communication. C'était des choses qui parlaient à Édouard. Le 23 octobre 2015, après 48 heures de garde à vue, Édouard est mis en examen pour agression sexuelle et possession d'images pédopornographiques. Le jeune homme est placé en détention provisoire. C'est pas un monstre froid. Donc ça existe. Et en même temps, et c'est cet en même temps qui est épouvantable, existe le fait qu'il éprouve un désir sexuel physique pour ce même enfant dont il a parfaitement conscience de la vulnérabilité particulière liée à ce syndrome autistique. Et ça, c'est atroce. Parce qu'il ne sait pas. Il ne sait pas mettre une barrière. Il ne sait pas mettre une séparation entre j'aime cet enfant parce qu'il me touche. Je désire cet enfant physiquement et ce désir est interdit. Alors, que vont révéler les auditions des élèves agressés par l'animateur? Édouard a-t-il fait d'autres victimes? Et comment cet homme a-t-il pu travailler au contact d'enfants pendant autant d'années? Le 24 décembre 2015, suite aux aveux d'Édouard, le procureur de la République de Nanterre diligente une enquête de grande ampleur. Tous les garçons âgés de 4 à 10 ans qui ont été en contact avec l'animateur entre 2012 et 2015 vont être auditionnés par les policiers de Courbevoie. Il y a 500 enfants qui vont être entendus avec forcément un impératif de temps. Parce que quand on a 500 enfants à entendre, on ne va pas passer 3 heures sur chaque enfant. Forcément, il faut que les auditions soient courtes. On va poser 2-3 questions repères pour voir comment ça réagit. Et en fonction de la réaction de l'enfant et de ce qu'il dit, oui, non, j'ai pas été agressé, j'ai été agressé, on va plus loin, on va pas plus loin. Au final, les enquêteurs de la Brigade de protection des familles recensent pas moins de 15 enfants victimes de l'animateur. Il s'agissait essentiellement de faits d'agression sexuelle, d'attouchement sur des enfants à l'occasion de jeux.
Des faits accablants qui plongent les parents des victimes dans le désarroi le plus total. Car parmi eux, certains n'avaient pas hésité à écrire une lettre de recommandation en faveur de l'animateur lorsqu'il était sous le coup d'une enquête administrative en septembre 2013. Le fait que des parents aient soutenu Édouard, et notamment qu'ils aient fait un courrier pour dire combien ils étaient satisfaits d'Édouard, c'est cohérent par rapport au fait que c'est un garçon qui inspire confiance. Et dans la mesure où les enfants n'ont jamais parlé, les parents n'avaient aucune raison de refuser à ce dernier une attestation de soutien. À partir du mois de février 2016, les victimes agressées par Édouard sont prises en charge par des pédopsychiatres. Et les enquêteurs espèrent ainsi obtenir d'autres informations. Un enfant qui souffre, c'est un enfant qui n'est pas forcément dans une logique structurée. Il va construire une parole, et sa parole, elle est tout sauf dans l'objectivité attendue par un policier pour pouvoir construire une plainte et une procédure pénale. Donc on risque effectivement, quand on cherche à obtenir des faits concrets, de passer à côté de ce que l'enfant a réellement vécu et ce dont il a été réellement victime, parce qu'il ne va pas être capable de le dire dans le mode, de la manière dont le policier l'attend pour pouvoir ensuite donner suite à cette plainte. Le 8 mars 2016, l'affaire prend une nouvelle dimension tragique lorsque le docteur Alvarez alerte le parquet de Nanterre. Le pédopsychiatre a remarqué que Noé, l'enfant atteint du syndrome d'Asperger, montrait des signes post-traumatiques très inquiétants. J'ai le devoir légal de signaler aux autorités toute suspicion de maltraitance. Donc je dois rédiger un certificat qui s'appelle signalement, qui a un certain nombre de règles à respecter et qui me permet de lever partiellement le secret médical pour informer, mettre à la connaissance des autorités la nécessité de protéger un enfant. Et à ce moment-là, le juge d'instruction donne commission rogatoire aux policiers pour entendre à nouveau le jeune garçon qui va effectivement révéler des faits de viol. Le 21 mars 2016, suite au signalement du pédopsychiatre, Noé est une nouvelle fois entendu dans les locaux de la brigade de protection des familles. Et face aux policiers, le garçon de 6 ans confirme les viols commis par le pédophile. Cette personne a procédé comme un prédateur, c'est-à-dire qu'il a identifié parmi tous les enfants dont il avait la responsabilité, les enfants qui étaient susceptibles de faire l'objet de ces violences sexuelles et qu'il a entrepris une démarche de séduction à l'égard de ces enfants et de leurs parents. Et cette personne a su donner l'espoir aux enfants qu'il allait pouvoir donner cette attention, cette tendresse, cet amour, cette amitié. Et une fois qu'il a obtenu ce lien avec ces enfants-là, il a utilisé ce lien pour les piéger et abuser sexuellement d'eux. Après Noé, c'est au tour d'un autre enfant, que nous appellerons Timéo, d'accuser Édouard de viol. Les policiers ont désormais la certitude d'enquêter sur un dangereux prédateur sexuel multirécidiviste. Cette manière de procéder montre que c'est une prédation sexuelle, que cette personne était parfaitement consciente de ce qu'est un enfant, et de la manière dont on peut le séduire et le manipuler, et qu'il avait un projet prémédité, et qu'il a progressivement construit ce projet, pendant des années d'ailleurs, et qu'il a pu le mettre en place avec un nombre d'enfants qui fait froid dans le dos. Mais alors, Édouard va-t-il avouer les viols commis sur ses enfants? Combien de victimes a-t-il fait au total? Et que cache encore cette sombre affaire?
À Courbevoie, à la lumière des nouveaux éléments, Édouard est désormais mis en examen pour viol et agression sexuelle sur mineurs. Le 23 janvier 2017, il est extrait de sa cellule et une nouvelle fois entendu dans les locaux de la brigade de protection des familles. Face aux enquêteurs, l'homme de 26 ans reconnaît partiellement les faits dénoncés par Noé et Timéo. Il s'est beaucoup expliqué, il a beaucoup dit ce qu'il avait fait, il a reconnu les pressions, il a reconnu les menaces, il a décrit ses passages à l'acte. Il s'est construit un espèce de petit scénario pour minimiser la gravité des choses, parce que ce sont des enfants, parce que les enfants oublient, parce que c'est pas si grave. Mais quand on dit à un enfant « tu ne dis rien », ou qu'on dit à un enfant « attention, si tu fais pas ce que je te demande, je recommencerai » ou je te... Voilà. Quand on menace un enfant, c'est qu'on est bien conscient du caractère transgressif de son comportement. 9 mois plus tard, à l'issue de l'instruction, la structure Vacances Animation Loisirs se constitue en partie civile. L'employeur d'Édouard considère que l'animateur a enfreint les règles du VAL et donc qu'il a également droit à des réparations. Une décision difficile à entendre pour les parents des victimes. C'était un tsunami, c'était incompréhensif, inacceptable, intolérable. C'était quelque part, on avait meurtri leur enfant. Car pour ses parents, le VAL a sa part de responsabilité dans cette terrible affaire. Ah, c'est la trahison. Et vous faites confiance à quelqu'un, vous confiez ce que vous avez de plus cher, vos enfants, et cette personne trahit votre confiance. Et c'est aussi une culpabilité terrible, celle du parent qui a confié son enfant à celui qui allait abuser son enfant. C'est épouvantable. Les membres du VAL expliquent que s'ils avaient conscience du comportement inadapté de l'animateur, ils n'ont pas mesuré la gravité de la situation. Il n'est pas acceptable que cet homme ait pu être embauché sans qu'il y ait eu d'autres enquêtes. Certes, il est responsable de ses actes, mais bien d'autres personnes autour de lui sont aussi responsables. Tout ce monde d'adultes, responsables d'animation, le maire, le centre et autres, qui n'ont pas eu cette vigilance de se dire « Pouvons-nous laisser cet homme auprès d'enfants ?» Face à la pression locale, les responsables du VAL et de la mairie de Courbevoie sont sommés de s'expliquer sur la gestion du cas Édouard en interne. Lorsqu'on interroge les fonctionnaires du VAL, on a des réponses qui sont des réponses, mais moi, mon rôle, c'était celui-ci, et j'ai fait ce que je devais faire, c'est-à-dire que j'ai prévenu mon supérieur hiérarchique, j'ai envoyé une note, et à tous les échelons, c'est cela, et à tous les échelons, on se réfère au supérieur hiérarchique, et sans se dire que ça ne concerne plus l'administration, mais ça concerne la justice. Il y a eu une gestion purement administrative de cette situation, au pire sens du terme. Des déclarations incompréhensibles pour les parents qui attendent des réponses claires. En décembre 2017, une information judiciaire contre X est alors ouverte en parallèle afin de déterminer la responsabilité de chacun dans ce dossier. Le VAL aurait dû signaler la chose aux autorités judiciaires. Le VAL n'a pas à mener seul une enquête dès lors que les faits qui sont avancés présentent un caractère pénal. On n'a jamais pris au sérieux les enfants. Et la sensation qu'on a dans ce dossier, c'est que la protection des animateurs passait avant la protection des enfants et qu'on a considéré finalement que les enfants, fallait s'en méfier et encore plus se méfier des parents. Donc c'est le monde à l'envers. En attendant d'éventuelles suites judiciaires contre le VAL et la mairie de Courbevoie,
Édouard est renvoyé devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine en septembre 2018. Alors, comment se passera la confrontation entre les parties civiles et l'animateur pédophile? Les enfants victimes auront-ils la force de témoigner? Et quelle sera l'issue de ce procès? Le 7 septembre 2018, s'ouvre devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine le procès d'Édouard, dans une ambiance extrêmement tendue. Beaucoup de presse, beaucoup de public, beaucoup de monde dans la salle d'audience, donc une ambiance très survoltée. Des parents très en colère. En colère contre Édouard, mais également contre le Val, qui a estimé lui aussi être victime dans cette affaire. On va quand même beaucoup parler au début de l'audience de la présence au débat du Val, de sa constitution de partie civile, de la recevabilité ou non de cette constitution de partie civile, sachant que de toute façon, dans la liste des témoins, il y a le responsable du Val, il y a le maire de Courbevoie, il y a toute une série de personnes dont de toute façon l'audition est prévue. Tandis que les procès jugeant des agressions et des viols sur mineurs se tiennent habituellement à huis clos, l'audience d'Édouard, elle, est publique. C'est l'occasion pour l'enfant de se reconstruire. La première marche d'une nouvelle histoire, d'une nouvelle vie. L'occasion pour lui de réaliser que, ben oui, cet homme-là, un jour, l'a agressé. Cet homme-là, un jour, a été plus fort que lui. Mais que là, par cette parole qu'il vient déposer devant une cour d'assises, c'est lui qui devient plus fort que son agresseur. 3 ans après la plainte du père de Louis, les victimes de l'animateur ont grandi et sont désormais âgées de 8 à 12 ans. Ces enfants-là ont fait un parcours avec leur famille et avec leurs avocats. Et cela a été très important pour ces enfants-là. Ils ont fait suffisamment de chemin pour pouvoir, à un moment donné, devenir les acteurs aussi de la cour d'assises. Et je trouve que c'est formidable. Tour à tour, les 15 victimes racontent courageusement leur histoire à la barre, à seulement quelques mètres de leur bourreau. Et un témoignage va particulièrement marquer les esprits. Il y a un des enfants pour lequel n'était retenu que des agressions sexuelles parce qu'il avait indiqué qu'il n'avait subi que des agressions sexuelles, qui a révélé à l'audience qu'il avait été victime de viol. Ce qui va donner lieu normalement à une nouvelle procédure pénale. Au bout de 3 jours d'audience, Édouard va finalement craquer et reconnaître tous les faits de viol dont il est accusé. Pour se reconstruire, il faut être clair avec soi-même sur ce que l'on a fait. Je crois qu'il a pris cette décision, et c'est une décision courageuse, et en même temps c'est une décision qui laisse beaucoup d'espoir sur son évolution et le cheminement qui sera le sien. Le 14 septembre 2018, après 7 jours de débats éreintants, Édouard est condamné à 15 ans de réclusion criminelle, dont 10 de période de sûreté. L'animateur écope également d'un suivi socio-judiciaire de 7 ans et a interdiction d'exercer toute activité bénévole ou professionnelle au contact des enfants. La réaction d'Édouard était une réaction d'abattement, comme toutes les personnes qui sont condamnées, mais il n'y a pas eu d'appel, ce qui signifie que la décision, elle, est acceptée en tant que telle. Aujourd'hui, à Courbevoie, le combat des victimes et de leurs parents n'est pas encore terminé. Persuadés que des négligences ont été commises, tous attendent des poursuites judiciaires à l'encontre du Val et de la mairie. L'affaire est toujours en instruction. Ce qui a été fait aux enfants, ça c'est irrattrapable.
C'est un dommage pour la vie, c'est un destin d'enfant vraiment qu'on brise. Parce que, encore une fois, ces enfants, ce sont des adultes qui porteront un fardeau psychologique et moral toute leur vie. Mais au nom de quoi, alors qu'on aurait les moyens? Si tout le monde était informé, si tout le monde voulait faire un effort là-dessus, l'effort de signalement, l'effort d'ouvrir les yeux, on n'en serait pas là. Donc cette affaire, encore une fois, ça démontre toutes les lacunes qui existent, tous les dysfonctionnements, et il faudrait que, on en prenne de la graine.